Bonjour à tous, nouvelle vidéo consacrée aujourd'hui à l'Obsidian. C'est un boîtier, c'est signé Corsair. Le constructeur prend un peu de recul par rapport au RGB et propose une solution mariant aluminium et verre trempé. Deux ventilateurs, on a une architecture également compartimentée. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit tour d'horizon de ses caractéristiques. Et côté positionnement tarifaire, on se situe sur le haut de gamme, 154,90 €. Cet Obsidian D est donc un boîtier, c'est signé Corsair, format moyen tour. Je vais peut-être parler tout de suite des dimensions. On est sur du 508 par 233 et par 502 mm. Le boîtier propose une sorte de petit retour aux sources avec un pas en arrière, je le disais au niveau de l'introduction par rapport au RGB. Ici on a de l'aluminium brossé au niveau de l'habillage global et du verre trempé au niveau latéral, ce qui permet d'exposer sa configuration. Corsair propose ici un look très sobre, ce qui permet au boîtier de prendre place dans différents types d'environnements. On a par exemple des phénomènes de courbe au niveau de la face avant ou une sorte de vague sur le haut. Les panneaux latéraux profitent de bandes en aluminium brossé également au niveau de la face avant et de la coiffe. Et cet aluminium brossé est également légèrement déporté en hauteur par rapport au châssis. Donc du coup on a un espace et Corsair utilise cet espace là pour proposer de larges filtres magnétiques qui vont occuper donc toute sa longueur et également toute sa hauteur. Et on retrouve un filtre au niveau du bloc d'alimentation. Donc du coup le boîtier est entièrement filtré. La connectique elle est placée sur le haut, ce qui suppose que le boîtier peut être utilisé à même le sol. On va retrouver un bouton Power, on a un bouton Reset, deux ports USB 3, on a également de l'USB 3.1 type C, et c'est de la génération 2, et des classiques jack micro casque. Les deux panneaux latéraux sont montés sur charnière, ce qui simplifie l'ouverture du boîtier, et on a une fermeture de type magnétique. Au niveau des charnières, vous avez une petite vis à enlever, ce qui vous permet de démonter le panneau très facilement, comme ceci, afin de pouvoir travailler correctement. Par contre, faites bien attention, puisque le panneau est en verre, donc le moindre choc peut être fatal. Au niveau de l'architecture interne, ici on va retrouver du moderne. On a un bloc d'alimentation qui est isolé de la chambre principale. Donc ici c'est en métal, et en plus il n'y a pas de communication directe. Donc là on a vraiment un bloc qui est complètement isolé. Et au niveau de l'architecture, c'est très épuré afin de faciliter la circulation d'air. Donc ici on parle de direct airflow, puisqu'on n'a absolument rien qui vient obstruer le passage de l'air. De base est équipé de deux ventilateurs, ce sont des SP120, donc 120 mm, avec une vitesse maximale de 1200 RPM, ce sont des ventilateurs 3 pins. Le système est bien sûr évolutif, on peut passer en 140 mm à l'avant ou encore sur le haut, et on a également une compatibilité avec des water cooling, ça va de 360 mm jusqu'à du 240 mm. Je détaille tout ceci au niveau du test. Question espace, cette fois-ci, carte graphique, on peut quand même installer de belles bêtes, puisque ici il y a 370 mm de disponible, 225 au niveau du bloc, donc avec un bloc on va dire relativement compact, il y a de l'espace pour le surplus de câble s'il n'est pas modulaire, et au niveau ventirad, ici on peut installer jusqu'à du 170 mm, donc ça c'est au niveau de la hauteur, et notre LEPA passe sans souci. Enfin, on va retrouver également 7 slots d'extension, tous équipés d'équerres PCI perforés, et en plus on a 2 slots supplémentaires qui vont permettre, avec un système d'options, de déporter la carte graphique d'une position horizontale à une position verticale, afin de pouvoir exposer son système de refroidissement. Et si en plus il est RGB, ça permet de mettre en avant sa configuration au travers donc du panneau latéral en verre trempé. Donc l'arrière du plateau à carte mère est visible puisqu'on a également un panneau latéral vitré, et ici Corsair a essayé de travailler le rendu principalement avec un cache métallique qui va isoler visuellement donc le câblage, enfin une partie du câblage, et en particulier donc le gros câble 20 plus 4 broches, vous savez, à destination de la carte mère. Petite vis à main, il y en a deux, ça c'est pour consolider le tout. Alors on dit à main, mais je vous le dis tout de suite, il va falloir utiliser un tournevis parce que le câblage ici est quand même imposant, donc il faut un petit peu aider ce cache à se consolider. Au niveau du stockage, on en parlait tout à l'heure, il n'y a pas de cache dédié. Ici, tout est rassemblé donc au niveau arrière, au niveau du plateau. On a deux emplacements dédiés, ce sont pour des disques durs au format 3,5 pouces, et en plus ils profitent d'un petit système anti-vibration. Tout ce qui va être 2,5 pouces, donc des SSD principalement, ça peut être également des disques durs. On a des emplacements dédiés, solidaires également avec une vis à main, et ici il faudra utiliser, par contre, c'est pas un montage rapide, un tournevis. Donc sur un SSD, sachant qu'il n'y a pas de partie mécanique, ça ne tremble pas, deux vis suffisent largement. Ici on retrouve le petit espace, ça c'est pour le surplus des câbles. Ici j'utilise moi une alimentation 100% modulaire, donc du coup je me suis pas trop cassé la tête pour le surplus des câbles, j'ai branché simplement ce que j'avais besoin, mais l'espace est assez important quand même pour pouvoir ranger correctement ce qu'on n'utilise pas. Je vous invite à nous retrouver au niveau du site. Là on va s'attaquer à d'autres
petites choses, en particulier à ses performances en refroidissement et en silence. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très prochainement au niveau de la chaîne pour de nouvelles vidéos de présentation de Unboxing, mon corps de test de matériel PC et gaming. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez surtout pas à partager et laisser un petit pouce en l'air.